Favero, je suis membre de l'AG de Culture et Démocratie et j'ai donc, comme Hélène le disait, contribué à cet ouvrage collectif autour du lien existant entre culture et bien commun. Et j'ai aujourd'hui la lourde tâche d'introduire un peu la thématique en général en 15 minutes, donc ça va être un peu sportif et sans doute je ne vais pas m'y tenir. Donc voilà, pour aller très vite, pourquoi est-ce que une association culturelle ou qui en tout cas s'intéresse au lien entre culture et démocratie s'intéresse à une notion comme celle des biens communs qui est plutôt une notion issue du domaine économique et juridique. Je vous raconte ça pour vous donner aussi un peu le cadre qui nous a menés à organiser cette journée et à écrire cet ouvrage. Alors d'abord parce qu'effectivement, on a remarqué que ça faisait pas mal de temps, ça fait désormais pas mal d'années que la notion de bien commun apparaît dans le débat public ou même dans le discours public plus que dans le débat public d'une façon très, peut-être parfois vague, ou en tout cas elle est mobilisée dans des contextes très différents par des personnes ayant des statuts très différents entre eux, de Macron aux plus actifs des activistes de gauche. Et donc on s'est dit, bon, c'est quoi cette notion surtout que ça nous semblait qu'elle était mobilisée d'une façon souvent assez peu politisée, ou en tout cas qu'en étant très présente dans le discours public, elle perdait un peu de cette valeur politique qui était quand même là présente à son début, on va dire. Et ça l'est toujours, mais en tout cas, voilà, cette valeur politique s'est un peu perdue lorsqu'on convoque cette notion d'une façon générique dans les médias comme ça. Donc, on a voulu se pencher là-dessus pour ça aussi. Et ensuite aussi parce qu'il nous semblait que c'était une notion qui donne vraiment une clé de lecture différente à notre environnement, en fait, à notre contexte. Et elle fait un peu, elle nous fait déplacer, en fait, sur notre façon de réfléchir le monde, en posant en fait des sortes de troisième voie ou d'autres façons de réfléchir certaines questions, notamment certaines qui sont aussi des catégories de pensée qu'on a et qu'on utilise parfois de façon un peu inconsciente. C'est pour ça qu'on a l'habitude de considérer les ressources en termes de ressources publiques, ressources privées, ou à identifier, à réfléchir juste en termes de individuel et collectif, en contraposition, on dit ça? Oui. Donc voilà, c'était vraiment des nouvelles lunettes de lecture du monde, et c'est déjà ça une forte opération culturelle qui est faite via la mobilisation de cette nouvelle façon de voir les choses. Donc je vais prendre un petit temps un peu scolaire en fait pour essayer de vous donner une définition de bien commun pour notamment les personnes qui ne seraient pas trop à l'aise avec cette notion. C'est une définition que lorsqu'on commence à s'intéresser à la question des communs elle est peut-être la plus partagée, en tout cas elle est un peu un point de départ pour toutes les réflexions qui après se sont développées dans le temps sur la question des communs, et c'est donc la définition qui est donnée à la notion de bien commun par Elinor Ostrom, qui est une économiste américaine qui a reçu en 2009 le prix Nobel pour l'économie, justement pour les travaux qu'elle a menés autour de la question des communs, et qui, très rapidement, je vous la pose un peu comme ça, mais déjà pour avoir une première balise, on va dire. Donc les biens communs, selon la théorie d'Ostrom, ce sont des ressources
qui sont gérés par une communauté qui se donne des règles de gestion de cette ressource. Donc, c'est une définition qui se base donc sur ces trois piliers: la ressource, la communauté et des règles de gouvernance que la communauté se donne. Le mérite des travaux d'Ostrom, c'est d'avoir ramené sur le devant de la scène cette notion qui historiquement a toujours été présente dans l'histoire des idées, dès le droit romain, mais qui s'est perdue au fil du temps, et notamment, c'est la petite histoire des communs qu'on raconte, à partir de 1969, quand l'écologue américain Garrett Hardin a publié ce pamphlet qui s'appelle La tragédie des communs, où il faisait la démonstration de comment, lorsque des hommes ont un accès libre à une ressource, ils tendent à se comporter de façon à maximiser leur profit immédiat, et cela mènerait donc à un épuisement de la ressource. C'est-à-dire, si chacun accède librement à cette ressource, au bout d'un moment, la ressource s'épuise, elle va disparaître. Avec une ellipse, donc la conclusion à laquelle il arrive, c'est que, en quelque sorte, la forme de gestion des ressources qui ont cette caractéristique de pouvoir être en accès libre, c'est effectivement la forme meilleure de gestion, ça serait la forme de la propriété privée. Donc, on ferme la ressource et on empêche l'accès à cette ressource. Cette théorie-là, elle nous dit plein d'autres choses, en fait, sur la conception presque anthropologique qui sous-tend cette théorie juridique et économique. C'est-à-dire, les hommes se comporteraient comme des homo economicus, c'est-à-dire ils prennent leurs décisions en fonction de le profit immédiat qu'ils peuvent tirer de leur accès à une ressource. Donc c'est un calcul froid et mené juste par cette logique. Le point fort de la théorie d'Ostrom, c'est justement qu'elle dit non, cette chose, en fait, dans la réalité, ne se réalise pas. Elle soutient cette théorie aussi via des études de cas très concrets, où elle démontre que les hommes, historiquement, ont su se donner des règles pour gérer des ressources auxquelles ils pouvaient accéder librement. Donc, c'est pas vrai que la prise de décision et l'agir humain est dicté juste par cette logique de bénéfice immédiat, profit immédiat, mais il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte lorsque on regarde la façon que les hommes ont de se relationner aux choses et aux autres hommes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette notion-là nous permet en fait donc de faire plein de déplacements, de nous déplacer par rapport à la façon qu'on a de regarder les choses d'habitude. Et surtout, je dirais, donc j'ai identifié des déplacements que je veux bien partager avec vous. Donc un premier déplacement permis par cette notion par cette définition d'Ostrom des biens communs, c'est que elle ouvre vraiment des possibles. Elle ouvre en fait des nouvelles façons de faire et des nouvelles façons d'imaginer, des nouveaux imaginaires, en prenant en compte justement la complexité de l'agir humain. Et bon, ça c'est d'un point de vue personnel, mais je pense que je peux partager ça avec vous. C'est vrai que lorsqu'on s'approche à la notion de bien commun, on regarde les pratiques, ça donne de l'espoir, je ne sais pas comment le dire différemment. En tout cas, ça nous dit qu'il y a des choses à faire et des choses qui sont possibles qu'on n'avait pas imaginées parce qu'on est habitué à réfléchir les choses d'une certaine façon, souvent binaire. Et voilà, je ne me rappelle plus qui c'était il y a quelques années qui disait il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.
Je pense que c'est GIGEC, mais je ne suis pas sûre. Bon, après, chacun se situe où il veut par rapport à la question de la fin du capitalisme. Mais je pense qu'on est plusieurs ici à penser qu'il y a des choses à réimaginer. Et donc voilà, les communs, je trouve, ça ouvre vraiment à des nouveaux possibles. Un deuxième déplacement qui est permis par cette notion-là, c'est le fait aussi qu'on passe d'une définition des biens qui, typiquement, dans l'économie, on classe les biens selon une taxonomie qui est déterminée par les caractéristiques intrinsèques de la ressource. On peut y accéder librement ou moins. Mon utilisation exclut l'utilisation pour quelqu'un d'autre. Et ça donne les catégories classiques économiques de biens communs ou biens publics en fonction qu'on puisse ou pas y accéder librement, et ainsi de suite. Là, Ostrom, elle nous propose une définition qui élargit le focus au-delà de la ressource et fait qu'on peut se concentrer sur tout ce qui tourne autour de la ressource. Donc, on va vers une analyse du contexte et des relations qui se tissent autour de cette ressource. Donc, c'est là qu'on voit comment la question culturelle, à partir du moment où on parle des relations des hommes entre eux et des relations des hommes avec les ressources, c'est carrément des notions culturelles en fait, qui sont convoquées. À cette première définition, s'ajoute toute une réflexion qui est menée notamment en Italie par un groupe de juristes italiens qui se réunit autour de cette commission qui s'appelle la commission Rodotà, du nom du constitutionnaliste italien Stefano Rodotà qui a mené les travaux de cette commission et qui avait comme objectif celui d'étudier la possibilité d'inclure la notion de bien commun dans le code civil italien. Donc il y a plein de travaux de type juridique qui ont été menés autour de cette notion-là par ces juristes italiens. Et là aussi, tous leurs travaux nous ouvrent à une analyse des biens communs en tant que, pas tant une catégorie de biens, mais comme une catégorie relationnelle. Et on va se concentrer sur quels sont les liens, et là ils ajoutent quelque chose de très important, des liens de dignité qui se tissent autour de cette ressource-là. Et ils donnent une définition que je vous livre. Donc c'est la définition de Rodotà de ce que c'est les biens communs. Ce sont des biens dont l'utilité est fonctionnelle à l'exercice des droits fondamentaux des personnes, aussi qu'à leur libre développement. Donc, je trouve que là aussi, c'est un niveau de complexité ultérieur qui s'ajoute. Et là aussi, je trouve qu'il y a des déplacements qui se mettent en place dans notre façon de concevoir les choses. La première chose, c'est qu'à partir du moment où on fait ce lien entre ces ressources et le respect des droits fondamentaux des personnes, forcément, on passe aussi d'une réflexion centrée sur la question de la propriété, à qui appartiennent ces ressources-là, à un discours qui nous mène plus vers une réflexion sur la possibilité concrète et effective que les personnes ont d'accéder à cette ressource-là. Donc on passe d'une approche propriété à une approche accès, on va dire, pour simplifier. Un quatrième déplacement, c'est aussi, et ça c'est moins orthodoxe, et là sans doute s'il y a des économistes et des juristes, ils ne vont pas forcément être d'accord, mais en tout cas je trouve qu'à partir du moment où on se dit les biens communs, c'est les ressources nécessaires pour le respect des droits fondamentaux des personnes, eh ben, forcément, on va s'intéresser à tout un panier de ressources qui est bien plus large de ce qu'on a l'habitude de concevoir comme biens communs, que ce soit des biens liés à l'environnement, par exemple, ou les biens communs de la connaissance, parce qu'on va s'intéresser en fait à tous les lieux et les instances où se mettent en œuvre et se négocient les droits fondamentaux des personnes. Et donc là, par exemple, on pourrait se poser la question qu'est-ce que ça serait est-ce que une politique publique
autour de la santé, de politique de la santé, peut être imaginé en tant que bien commun. Quels sont les biens communs nécessaires au respect du droit à l'habitation, par exemple, ou au respect du droit de participer à la vie culturelle. Donc là, on ouvre aussi, en quelque sorte, un discours autour de les instances où justement se négocient ces droits fondamentaux. Et enfin, il y a une troisième question qui est très intéressante dans ce lien qui est fait entre biens communs et droits fondamentaux. Et ça ajoute, selon moi, quelque chose à la définition ostromienne, on va dire, de biens communs en tant que ressources, communautés et règles. Parce que on pourrait se dire, bon, je donne souvent un exemple qui fera sauter sur leur chaise les Italiens présents dans la salle. Mais je parlais avec une amie qui habitait à Rome. Et on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait visiter comme lieu d'expérimentation des communs, expérimentation concrète dans cette ville. Et elle dit, eh ben, pourquoi pas, par exemple, si on prend cette définition-là, pourquoi pas Casa Pound. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Casa Pound, c'est un squat, en fait, à Rome, qui est occupé par des personnes qui se définissent les fascistes du 3e millénaire. Et voilà, on se dit, il y a quand même quelque chose qu'il faut ajouter à cette définition de bien commun, parce qu'effectivement, eux, ils occupent un espace. C'est pas l'occupation dont qu'on a l'habitude de voir. Ils occupent un espace, donc une ressource, en admettant que ce soit ça la ressource dont ils prennent soin, ou plutôt peut-être l'identité italienne pure, je ne sais pas. Et c'est une communauté, et en plus, ils se donnent des règles. Et pourquoi donc ils ne devraient pas être considérés, enfin, Casa Pound, ça ne pourrait pas être considéré comme un bien commun. Et du coup, là, pour moi, en tout cas, ça a été la chose qui m'a fait faire le déclic sur la nécessité d'inclure la notion de droits fondamentaux dans la définition de ce que c'est les biens communs. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer un bien commun qui agisse selon des règles d'exclusion de certains groupes de la population, par exemple. Donc voilà, je termine, avant de passer la parole à Nîmes, en vous donnant quelques pistes que vous retrouvez aussi dans les 9 essentiels sur 3 lieux d'application, en tout cas d'expérimentation de la notion de bien commun en lien avec la question culturelle. Un premier endroit qui émerge presque a posteriori en fait, des ressources qu'on a sélectionnées pour les 9 essentiels, c'est donc de l'ordre de l'opération culturelle. Donc j'en ai parlé un peu, que tous ces déplacements que j'ai dit, que cette notion-là nous permet de faire par rapport à la façon qu'on a de vivre ensemble, on va dire. Donc toute la question de créer de nouveaux imaginaires. Un deuxième endroit, c'est selon une approche un peu plus sectorielle. Donc, on prend en compte le secteur de la culture, la politique culturelle, les industries culturelles. Donc, ça, c'est vraiment des endroits où beaucoup d'expérimentations se sont mises en place autour de la question des biens communs. Et donc, les acteurs culturels ont voulu s'emparer de cette notion-là. Et là aussi, on a identifié, sur la base des ressources existantes, deux lieux d'application et d'expérimentation autour des communs en lien avec la culture. La première, c'est forcément toute la mobilisation des activistes, des théoriciens, des communs contre, on va dire, une application bête et brutale des logiques de propriété au partage de la connaissance. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'open science, le logiciel libre, c'est tout ce filon-là de réflexion et de pratique. Et on aura aussi l'occasion d'approfondir tout ça cet après-midi en atelier, par exemple avec l'atelier de Lionel Morel qui est ici dans la salle. Ensuite, il y a tous les lieux culturels qui ont pris cette notion et ont souhaité expérimenter
des nouvelles formes de gouvernance, de nouvelles façons de concevoir l'action artistique, la création artistique. Là aussi, il y a beaucoup d'exemples partout en Europe, partout dans le monde qui existent. Beaucoup d'entre eux, encore une fois, viennent d'Italie. Enfin, en tout cas, l'Italie a été un endroit d'expérimentation peut-être précurseur par rapport à ce qui se fait maintenant ailleurs, des acteurs culturels autour de la question des communs. Avec beaucoup d'endroits, vous aurez entendu parler du Théâtre Valle. On a ici Cristina Fiordimera qui a participé à la fondation de Macao. Donc tous des centres qui ont expérimenté et développé de nouvelles façons de faire dans les lieux culturels. Et pour terminer, puisque je n'ai pas plus de temps, une troisième question est celle qui est liée à la notion de droit culturel. C'est vrai que, et ça nous ramène un peu au discours que je faisais tout à l'heure en vous présentant les recherches des juristes italiens autour des droits fondamentaux, puisque les droits culturels, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'ils sont aussi utilisés, évoqués dans le décret des centres culturels de Wallonie-Bruxelles. Mais en tout cas, c'est vraiment des droits de l'homme, moins connus que les autres, mais c'est des droits de l'homme qui nous permettent, selon moi, d'aller regarder quelle est la texture de ce lien qui se fait autour de la ressource et aller regarder vraiment les conditions concrètes d'application des droits fondamentaux. On dit que les droits culturels, ce sont des leviers pour le respect des droits fondamentaux. Et donc voilà, ce sont pour moi vraiment en tout cas c'est comme ça que je les conçois, des outils pour les communautés qui travaillent autour des communs pour presque, on va dire, initier une pratique autoréflexive d'une communauté pour déjà se concevoir et se comprendre en tant que communauté et concevoir les communs aussi comme un lieu de développement du pouvoir d'agir des personnes. Et voilà, j'ai fait vite, j'ai fait moins court.